Cette vidéo est sponsorisée par Inconi. En octobre 1971, le sous-marin nucléaire américain United States Ship Halibut s'est glissé dans les eaux glacées de la mer d'Okhotsk. Des plongeurs de la marine sont sortis du navire, descendant à 120 mètres sous la surface de l'eau, où ils ont localisé leur cible. Un câble de communication sous-marin transmettant principalement des messages non cryptés entre deux bases navales soviétiques clés. Les plongeurs ont ensuite fixé un dispositif d'enregistrement de 6 mètres au câble. Une fois leur mission accomplie, ils sont retournés au Halibut, qui s'est ensuite enfoncé à nouveau dans les profondeurs obscures de la mer. Durant la décennie suivante, les renseignements américains ont intercepté toutes les communications soviétiques par câble. Jugée par beaucoup comme la plus grande opération de renseignement de la guerre froide, elle permit aux États-Unis d'apprendre des détails sur la technologie des sous-marins et missiles soviétiques, la préparation militaire et la capacité de première frappe nucléaire de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais soudainement, en 1980, les messages se sont arrêtés. L'opération Hervé Bells, une opération conjointe de la Marine, de la National Security Agency et de la CIA, était terminée. Il était hautement improbable que les Soviétiques aient découvert par hasard la mise sur écoute sous-marine. La compromission de l'opération 4 Bells devait forcément venir de l'intérieur. Ce n'est que des années plus tard que les services de renseignement américains découvriraient l'homme derrière cette compromission. L'Agence nationale de sécurité se présente comme le principal collecteur et protecteur du renseignement électromagnétique américain et international. Pourtant, aussi étroitement qu'elle protège ses secrets, la National Security Agency a appris à ses dépens qu'elle n'est pas à l'abri d'une trahison venant de l'intérieur. Voici Ronald W. Pelton. Né en 1941 à Benton Harbor, dans le Michigan, Ronald W. Pelton est passé d'un citoyen américain ordinaire, apparemment patriote, à un espion notoire de la guerre froide et un traître. Il n'était qu'un parmi de nombreux Américains arrêtés lors de la tristement célèbre année de l'espion, en 1985. Tout au long de sa scolarité, Ronald Pelton était un bon élève, terminant dans le premier quart de sa classe au lycée. Il a ensuite rejoint le United States Air Force, où il a passé 4 ans à travailler comme analyste du renseignement sur des bases américaines, au Texas puis au Pakistan. Il a démontré des aptitudes pour les langues et, étant donné la guerre froide en cours, il a mis ses talents à profit en suivant un cours de russe. Pelton, démobilisé de la marine en 1964, est retourné dans sa ville natale et a mené une vie de classe moyenne comme réparateur de téléviseurs. La même année, Ronald a épousé une femme du nom de Judith, et ensemble ils ont eu leur premier enfant. Les compétences linguistiques et analytiques de Pelton l'ont conduit en 1965 à rejoindre à nouveau le renseignement, recruté cette année-là par la National Security Agency. Il a occupé un poste civil spécialisé dans les opérations contre l'Union soviétique. Bien qu'il ait montré des signes de potentiel précoce et qu'il ait manifestement été un analyste intelligent, il était considéré comme immature et arrogant par ses collègues, ayant un ego qu'il ne pouvait pas contrôler. Affecté au Royaume-Uni entre 1966 et 1972, Pelton a été réprimandé par ses supérieurs, après qu'il a été découvert qu'il avait forcé une machine à sous dans un casino et s'était enfui avec l'équivalent de $1 350. Il a également été révélé qu'il avait une liaison avec la femme de l'un de ses collègues de la National Security Agency, ce qui a entraîné le renvoi de la femme et du collègue aux États-Unis. Malgré ses 14 années de travail à la National Security Agency, Ronald Pelton n'a jamais réussi à gravir les échelons de l'organisation. Ronald Pelton, malgré un revenu annuel moyen de $24 500, devait subvenir aux besoins de sa femme et de ses 4 enfants. Il restait toujours calculateur et presque dépensier. La vie personnelle de Ronald Pelton commença à se déchirer à la fin des années 1970. Vous n'avez pas besoin d'être un agent de la National Security Agency pour comprendre que vos données personnelles sur Internet sont constamment en danger. Inconi vous aide à récupérer vos données personnelles et à protéger votre vie privée en ligne. Inconi vous protège du risque constant de vente ou d'exposition de vos données lors d'une violation. Chaque fois que vous naviguez sur le web, des dizaines d'entreprises suivent, collectent et vendent vos données personnelles.
Vous devriez vous en soucier, étant donné à quel point le vol d'identité en ligne est devenu courant ces dernières années. Ancony peut demander à ces entreprises de supprimer vos données pour vous. C'est comme avoir votre propre agence automatisée de protection des données personnelles. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement créé des comptes sur des dizaines de services et sites web en ligne. Avec le temps, vos données se dispersent sur Internet et deviennent faciles à récupérer. Ancony peut vous aider à repérer et supprimer vos informations personnelles de ces bases de données, en ligne. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire, donner à Ancony l'autorisation d'agir en votre nom et leur indiquer quelles informations vous souhaitez supprimer, puis vous détendre et les regarder travailler. Contrôlez vos données personnelles avec Ancony dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien en description et entrez PHILIPPE pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. À la fin des années 1970, Ronald Pelton était confronté à un dilemme. Après avoir accumulé de lourdes dettes en construisant une maison, il était dans une situation financière désespérée. La maison qu'il avait prévue pour sa famille a coûté bien plus cher que prévu. En partie, Pelton affirmait que cela était dû au vol de matériaux de construction sur le chantier. Accablé de dettes, Pelton a fait faillite en 1979. Il craignait que sa situation financière ne compromette son habilitation de sécurité et donc son emploi à la National Security Agency. Doutant de pouvoir réussir son prochain examen polygraphique de routine, Pelton a choisi de prendre sa retraite de la National Security Agency plutôt que de subir une sortie embarrassante. Après avoir quitté la National Security Agency en juillet 1979, il est devenu vendeur pour un constructeur de bateaux à Annapolis, un métier très différent de sa carrière précédente dans le renseignement à haut risque. Ses rêves de richesse grâce à la vente de yachts ne se sont pas réalisés. Il parvenait à peine à joindre les deux bouts, et avec seulement quelques centaines de dollars sur son compte en banque et une montagne de dettes, Ronald Pelton a commencé à échafauder des plans. Bien qu'il ait officiellement quitté le monde du renseignement, il savait que le principal ennemi et rival de son pays, l'Union soviétique, paierait cher pour les secrets de la National Security Agency qu'il gardait encore en mémoire. On dit que Ronald Pelton avait une mémoire photographique, et il pouvait se rappeler en détail tous les secrets de la National Security Agency auxquels il avait eu accès. Des opérations secrètes conjointes à ce que les États-Unis savaient et ignoraient sur les codes russes et les communications chiffrées. Il était désespéré d'argent ? Pelton a passé un appel décisif à l'ambassade soviétique à Washington District de Columbia le 14 janvier 1980. Il a bafouillé au téléphone disant à son interlocuteur qu'il travaillait pour le gouvernement américain. Suite à cela, il a été invité à une réunion à l'ambassade qui devait avoir lieu la nuit suivante, sous le couvert de l'obscurité. Il se trouve que le FBI écoutait sa conversation téléphonique grâce à une écoute téléphonique. Sur les lignes téléphoniques de l'ambassade, personne n'a reconnu la voix de l'appelant. Mais comme il surveillait toujours l'ambassade soviétique, le FBI espérait avoir un visuel sur leur potentiel traître lorsqu'il viendrait la nuit suivante. Le FBI a cependant été pris par surprise lorsque, à 14h32, le mystérieux traître a de nouveau appelé l'ambassade, disant qu'il serait là dans les 2 prochaines minutes. Les agents du FBI présents ce jour-là ont tenté d'apercevoir l'homme, mais sans pouvoir l'identifier car ils n'ont vu que son dos lorsqu'il s'est glissé derrière les grilles de l'ambassade. À l'intérieur, Pelton a rencontré Vitali Yatchenko, officier du KGB chargé de la sécurité. À partir de ce moment-là, le destin des deux hommes serait à jamais lié. Yatchenko s'est présenté à l'homme américain trapu aux cheveux roux en utilisant un pseudonyme. Après l'avoir sondé avec quelques questions préliminaires, Yatchenko a déterminé que l'ancien employé autoproclamé de la National Security Agency valait la peine qu'on lui parle. Yatchenko était monté à l'étage pour appeler son patron, le chef de poste et colonel du KGB, Viktor Tchokarchine. Il lui a dit qu'un homme en bas voulait échanger des secrets de la National Security Agency contre de l'argent. Ronald Pelton n'a pas mâché ses mots et n'a pas essayé de cacher ses intentions. Il a clairement montré vouloir gagner de l'argent. Sa transparence a été un facteur clé qui a poussé le KGB à croire que Pelton, un espion classique qui s'est présenté de lui-même, était authentique et non un appât de la CIA. Après avoir répondu à d'autres questions posées par Yatchenko, le KGB a décidé de faire confiance à cet homme. Alors que son premier débriefing ce jour-là à l'ambassade touchait à sa fin, le KGB devait trouver un moyen de faire sortir Pelton du bâtiment, sans être vu. Sachant que l'ambassade soviétique était sous surveillance constante du FBI, il ne pouvait pas sortir par la porte principale.
À l'époque, les soviétiques entreprenaient un projet de rénovation dans le bâtiment de l'ambassade. Les charpentiers, plombiers et installateurs étaient amenés de Russie à grands frais par les soviétiques pour éviter d'embaucher des Américains. Ils ne pouvaient pas prendre trop de précautions pour éviter la possibilité que le FBI place un espion parmi les ouvriers. Il fut donc décidé que Pelton passerait la nuit à l'ambassade et partirait le lendemain matin avec une équipe de construction. Le 15 janvier 1980, fraîchement rasé et vêtu d'une salopette de peintre, Pelton sortit discrètement par la sortie arrière de l'ambassade avec un groupe d'ouvriers. Il fut emmené avec d'autres hommes dans une propriété soviétique à Washington, puis déposé devant un centre commercial très fréquenté. Et tout simplement, Ronald Pelton avait échappé au FBI et était devenu un espion soviétique actif. Pendant les 5 années suivantes, Pelton révélerait au KGB tout ce dont il se souvenait concernant les techniques, les cibles et les interceptions de la National Security Agency. Il retrouvait son agent de liaison du KGB dans différents lieux publics à Washington, des restaurants aux centres commerciaux. Même si Pelton n'était plus employé par la National Security Agency, le KGB estimait hautement les informations qu'il fournissait et l'a invité à Vienne au moins 2 fois. C'était la soi-disant capitale mondiale de l'espionnage, où, pendant des heures, il a livré un véritable trésor de secrets de la National Security Agency. Les informations que Pelton a trahies au KGB concernaient principalement les opérations et les capacités de renseignement d'origine électromagnétique de la National Security Agency. On pense qu'il a compromis le projet Vortex, qui était un type de satellite espion développé par les États-Unis dans les années 1980. Conçu pour opérer en orbite terrestre haute, il interceptait les transmissions radio de la Terre ou de l'espace. Cependant, la révélation la plus précieuse de Pelton aux soviétiques fut l'existence de l'opération RV Bills. Cette opération coûteuse visant à placer une écoute sur le câble sous-marin soviétique à Siovokodsk permit aux Américains d'obtenir des renseignements majeurs sur la planification militaire soviétique, les mouvements de la flotte navale et des alertes sur les essais de missiles et exercices prévus en Extrême-Orient. Les Soviétiques, dans leur arrogance, transmettaient une grande partie de leur communication sans chiffrement, étant trop confiants dans la sécurité de leurs lignes sous-marines. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et dans le cas de l'opération RV Bells, cela fut dû à Ronald Pelton. L'opération a réussi pendant 10 ans, mais en 1981, des satellites américains ont détecté des navires soviétiques, dont un Selvage ancré au-dessus du site TAP. La partie était terminée. Lorsqu'un navire américain a été envoyé quelques mois plus tard pour récupérer l'appareil, il avait disparu, remonté par les soviétiques, après avoir été averti par Pelton. La compromission de l'opération RV Bells a non seulement stoppé la collecte de renseignements électromagnétiques de l'Amérique, mais aussi fait échouer ses projets d'expansion. Tous les 6 mois, des plongeurs de la marine retournaient à l'appareil pour récupérer les modules des communications radio enregistrés sur bande. Si l'opération avait continué, la National Security Agency prévoyait de remplacer les enregistreurs par un système toujours en ligne qui n'aurait pas nécessité de changer les bandes, ce qui était toujours une opération risquée. Les rencontres clandestines de Pelton et ses échanges d'informations contre de l'argent avec le KGB ont duré 5 années entières, Pelton recevant des paiements totalisant 35 000 $ américains. Cette somme était insuffisante pour assurer la retraite confortable que Pelton souhaitait, et encore moins pour régler ses dettes. Alors qu'il continuait à espionner, sa vie personnelle et financière s'effondrait. Il s'était séparé de sa femme, Judith, et s'était éloigné de ses 4 enfants. En 1984, Pelton a entamé une relation avec Anne Barry, ex-candidate Miss Maryland aux yeux verts, rencontrée un soir dans un bar. Parfois, il restait dans son appartement, d'autres nuits, il dormait sur un bateau ou faisait du couchsurfing. Le couple, réuni par leur goût pour l'alcool, a continué à faire la fête intensément ensemble, ce qui incluait aussi l'expérimentation de drogues récréatives. Alors que sa vie partait à la dérive, Pelton ignorait que des événements derrière le rideau de fer allaient sceller son destin. L'officier de sécurité du KGB que Pelton a rencontré pour la première fois lorsqu'il s'est présenté à l'ambassade soviétique a ensuite gravi les échelons du renseignement soviétique, devenant colonel au KGB. Au sommet de sa carrière, Vitali Iotchenko était le chef adjoint du premier département au sein de la première direction générale.
C'était l'équivalent soviétique de la CIA et l'unité du KGB responsable de l'espionnage à l'étranger. Le premier département supervisait et dirigeait les espions aux États-Unis et au Canada. En d'autres termes, il était une personnalité importante, considérée par la CIA comme le cinquième homme du KGB. Vous pouvez donc imaginer la surprise de la CIA. En août 1985, Yurtchenko est entré calmement dans l'ambassade américaine lors de sa mission à Rome. Là, il a proposé de faire défection vers l'Ouest. Ayant du mal à croire à leur chance, il était difficile de comprendre pourquoi un homme aussi bien installé dans les hautes sphères de la direction du KGB voudrait faire défection. Plusieurs théories expliquent la motivation de Yurtchenko, sa frustration envers le système soviétique et son désir de fuir une vie familiale difficile. Un autre facteur était qu'une ancienne maîtresse avec qui il avait eu une liaison en Russie s'était installée au Canada. Yurtchenko voulait raviver cette histoire d'amour. Il a rapidement été ramené aux États-Unis où on lui a offert une maison entièrement meublée, $1 million en liquide et un salaire de plus de $60 000 par an dans une maison sécurisée en Virginie du Nord. Yurtchenko a été soumis à un interrogatoire rigoureux mené conjointement par la CIA et le FBI. Les entretiens allaient s'étendre sur les 3 mois suivants. Parmi les secrets qu'il a divulgués figurait la présence de 2 taupes au sein des services de renseignement américains. L'un de ces hommes, que Yurtchenko ne connaissait que sous son nom de code Robert, s'est avéré être l'ancien officier de la CIA Edward Lee Howard. Après avoir appris qu'il était visé par une enquête, Howard s'est enfui et a fait défection en Union soviétique. L'autre traître dont Yurtchenko a parlé était l'agent de la National Security Agency qui avait offert ses services à l'ambassade soviétique à Washington 5 ans plus tôt. Yurtchenko ne se souvenait pas du nom de cet homme, semblant seulement se rappeler qu'il se faisait appeler Monsieur Long. Yurtchenko se souvenait cependant de beaucoup d'autres détails concernant cet homme roux d'âge moyen qui avait proposé avec tant d'enthousiasme de vendre des secrets américains ce jour-là. Quand, le 20 octobre 1985, Yurtchenko a reçu des photos couleur d'homme roux, employé actuel ou ancien de la National Security Agency. Il a aussitôt désigné la photo de Ronald Pilton. Jusqu'à l'interrogatoire de Yurtchenko, Pelton n'avait jamais fait l'objet de la moindre suspicion d'être un traître. Le destin était intervenu pour faciliter sa chute. Dès qu'il y a eu une identification positive de leur suspect, le FBI a lancé l'opération Passerine, une enquête à grande échelle sur Ronald Pelton impliquant jusqu'à 200 agents du FBI. L'appel initial de Pelton à l'ambassade soviétique a été diffusé à des dizaines d'anciens collègues de la National Security Agency. Au moins une identification vocale positive a finalement été faite. Pelton a ensuite été localisé dans un appartement à Silver Springs, dans le Maryland, mais après plusieurs jours de surveillance, il n'est jamais apparu. Une enquête plus approfondie a conduit le FBI à l'appartement d'Anne-Barry, où Pelton était un invité régulier. Après sa localisation, Pelton a été placé sous surveillance constante du FBI. Son téléphone professionnel a été mis sur écoute et des dispositifs d'écoute ont été dissimulés dans sa voiture et dans l'appartement de sa petite amie. Alors que le FBI écoutait, observait et attendait, leur surveillance n'a révélé aucun élément incriminant en ce qui concerne l'espionnage. Tout ce qu'ils ont appris, c'est que Ronald et sa petite amie Anne consommaient régulièrement de la drogue ensemble et que Pelton complotait pour escroquer une banque. Bien qu'il aurait pu être inculpé pour cette escroquerie bancaire, la fraude n'était pas ce pourquoi le FBI voulait l'arrêter. La surveillance s'avérait donc infructueuse et la pression montait pour que le FBI passe à autre chose. L'homme qu'il s'avère impossible à prouver espion devant un tribunal. Pendant ce temps, le témoin vedette du FBI dans l'affaire contre Ronald Pelton devenait de plus en plus agité et mécontent. Le FBI a imprudemment permis à Yurtchenko de faire un voyage au Canada pour retrouver son ancienne maîtresse. À ce moment, elle était pédiatre diplômée, mariée et mère de 2 enfants. Les espoirs de Yurtchenko ont été brisés quand elle a refusé de s'enfuir et de vivre avec lui aux États-Unis. Pour couronner le tout, un Yurtchenko abattu. Yurtchenko a ensuite été consterné d'apprendre que sa défection et une partie de ce qui avait été discuté lors de son débriefing avaient été divulgués à la presse par la CIA. Yurtchenko redoutait des représailles contre sa famille en Russie. C'était aussi un homme complexe et il n'était pas sans défaut. En poste à Washington pour le KGB, il avait mal géré le recrutement d'un informateur, entraînant l'arrestation de l'officier de la CIA. Avant même de pouvoir vendre ses secrets aux soviétiques,
Ioshenko avait également eu de multiples liaisons avec les épouses de ses collègues. Parmi elles figurait une Américaine soupçonnée d'être informatrice du FBI. Ioshenko était également hypocondriaque, vivant dans la peur constante de développer un cancer de l'estomac, un sort qui était arrivé à sa mère. L'histoire de Vitaly Ioshenko a alors pris un tournant dramatique. Le 2 novembre 1985, Ioshenko dînait avec son agent de liaison de la CIA dans un restaurant de Georgetown à Washington District de Columbia. C'était à 2 pas de l'ambassade soviétique. À un moment de la soirée, Ioshenko s'est levé et aurait dit à son agent de liaison « Si je ne reviens pas dans 15 minutes, ne vous en voulez pas ». Sur ces mots d'adieu, il a quitté le restaurant, a remonté Wisconsin Avenue sur un demi-mile et s'est glissé derrière les grilles du complexe soviétique. 3 mois après avoir fait défection à l'ouest, Ioshenko rentrait en Union soviétique. En un instant, le plus grand succès de renseignement de la CIA durant la guerre froide est devenu son pire cauchemar. Quelques jours plus tard, Ioshenko a affirmé lors d'une conférence de presse avoir été drogué et enlevé par la CIA. Les autorités américaines, n'ayant aucune raison d'empêcher Ioshenko de rentrer en Union soviétique, ont assisté à la scène avec embarras. Alors que le colonel russe embarquait pour un vol vers Moscou le 6 novembre 1985, la redéfection de Ioshenko n'a pas seulement constitué une grande victoire de propagande pour l'Union soviétique, elle a également représenté un revers majeur dans l'enquête du FBI sur Ronald Pelton. Sans leur témoin vedette, le FBI disposait de peu de preuves sur lesquelles s'appuyer pour poursuivre Ronald Pelton pour espionnage. Il a été décidé qu'il était temps de tenter une approche directe, dans l'espoir que Ronald Pelton avouerait non. Bien que cela soit un pari risqué, le FBI comptait sur l'ego de Ronald Pelton pour le faire parler. Le FBI s'est installé dans la chambre 409 de l'hôtel Hilton d'Annapolis, et les agents David Faulkner et Dudley Hodgson ont répété leur rôle pendant des jours. Le matin du 24 novembre 1985, David Faulkner a appelé Ronald Pelton sur son lieu de travail, lui demandant de le rencontrer pour discuter d'une question de sécurité nationale, laissant soit son ego, soit sa curiosité prendre le dessus sur lui. Pelton a accepté de les rencontrer et a rejoint les 2 agents du FBI à l'hôtel Hilton plus tard dans la journée. Faulkner et Hodgson se mirent aussitôt à l'ouvrage, racontant à Pelton l'histoire d'une taupe présumée, dont les détails rappelaient si sa propre vie et ses activités d'espionnage. Les agents ont parlé de la façon dont cet homme avait compromis Hervé Belz et trahi de nombreux autres secrets de la National Security Agency. Ils ont ensuite fait écouter à Pelton l'enregistrement de l'homme qui avait appelé l'ambassade soviétique 5 ans plus tôt. Bien que Pelton ait nié être l'homme qu'il recherchait, lorsqu'il a été confronté au son de sa propre voix diffusée sur bande, Pelton a commencé à craquer. Il a changé de tactique, proposant de coopérer avec le FBI dans l'espoir de devenir un agent double. Le FBI n'avait aucune intention de prendre en compte l'offre de Pelton, mais l'a néanmoins laissé bavarder au sujet de ses visites à Vienne et de l'argent qu'il avait reçu des soviétiques. Peu avant le déjeuner, Pelton annonça qu'il devait rejoindre sa petite amie Anne. À contre-cœur, le FBI permit à Pelton de partir, sachant qu'il n'avait pas encore suffisamment de preuves pour procéder à une arrestation. Pelton fut escorté hors de l'hôtel, mais pas avant d'avoir remis son passeport. Pelton et Anne furent enfin surveillés alors qu'ils allaient déjeuner, puis retournèrent à l'appartement d'Anne. Le FBI a appelé Pelton, lui demandant de revenir au Hilton pour d'autres questions. Pensant peut-être que sa proposition de devenir un agent double était toujours envisageable, Pelton accepta. De retour sur le grill dans la chambre d'hôtel, Pelton admit rapidement avoir transmis des informations secrètes à une puissance étrangère, et qu'il l'avait fait en sachant que ses actes avaient nui aux intérêts américains, à la sécurité et avaient mis des vies en danger. C'était précisément la preuve dont le FBI avait besoin, et Pelton fut immédiatement arrêté. Le FBI avait pris la bonne décision. Convaincu d'être le plus intelligent, l'ego de Pelton avait pris le dessus, et il devait désormais en assumer les conséquences, le risque d'une longue peine de prison. En gardant le silence, Pelton aurait peut-être évité son arrestation. Leur témoin vedette du FBI étant derrière le rideau de fer, les preuves contre Pelton restaient purement circonstancielles. Le public américain était encore sous le choc de l'arrestation de plusieurs espions cette année-là, dont John Walker et Jonathan Pollard, lorsque la nouvelle de l'arrestation de Ronald Pelton a fait la une des journaux à travers tout le pays.
La découverte de taupes à la CIA et dans la marine était déjà très choquante. Mais personne n'aurait jamais pensé que l'agence de renseignement américaine la plus secrète, celle que l'on appelait en plaisantant « aucune telle agence », pourrait être celle qui serait compromise. Malgré ses aveux, Pelton a choisi de plaider non coupable et l'affaire a été portée devant les tribunaux. Cependant, il y avait peu de preuves tangibles à part les aveux et la conversation téléphonique enregistrée. Le 5 juin 1986, un jury a reconnu Ronald Pelton coupable de 4 chefs d'accusation sur 5, un 6e ayant été abandonné. Il a été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité simultanée. Le juge de l'affaire a fait remarquer que la trahison de Pelton avait causé des dommages inestimables aux renseignements d'origine électromagnétique des États-Unis. Tout cela pour un paiement de 35 000 $, une somme qui n'était même pas suffisante pour régler les dettes de Pelton. Peu de temps après sa condamnation, Pelton a été interrogé par le FBI dans le but de découvrir l'étendue des dégâts qu'il avait causés. Bien qu'il ait longuement parlé du type d'informations qu'il avait donné aux Soviétiques, le FBI a toujours eu le sentiment que Pelton leur cachait des choses. En 1987, le FBI a envoyé une femme se faisant passer pour une avocate d'un journal local pour parler à Pelton afin de tester cette théorie. Pensant que tout ce qu'il disait était protégé par le secret professionnel entre l'avocat et le client, Pelton a finalement ouvert les vannes, révélant une myriade d'autres secrets de la National Security Agency qu'il avait vendus. La déclaration que l'avocate fictive a obtenue ce jour-là aurait contenu des informations si sensibles qu'il a été décidé de ne pas porter d'autres accusations contre Pelton, de peur que les détails ne soient révélés au tribunal. Après un appel infructueux, Pelton a purgé ses 30 années obligatoires derrière les barreaux au centre de détention du comté d'Anne Arundel. Juste avant Thanksgiving en 2015, il a été libéré sur parole. Puis, âgé de 74 ans et sans le sou, Pelton est revenu dans un monde qu'il avait oublié. Il a vécu avec sa fille dans le Maryland, jusqu'à sa mort le 6 septembre 2022. Comparé à ses pairs, le nom de Ronald Pelton reste obscur, juste un vestige de l'année de l'espion de 1985. À son arrestation, Pelton avait déjà quitté l'espionnage. Il y avait d'autres espions américains, Eldridge Ames et Robert Hansen en particulier, qui sont considérés comme ayant causé bien plus de tort que Pelton. Beaucoup de questions demeurent sans réponse sur la compromission par Vitaly Yurchenko. Certains responsables du contre-espionnage pensent donc que Yurchenko était en réalité un agent triple. Envoyé pour trahir Edward Lee Howard et Ronald Pelton afin de protéger Eldridge Ames, l'atout américain le plus précieux du KGB, Pelton, comme Howard, n'était peut-être qu'un espion sacrifiable. Un moyen commode pour le KGB de rejeter la faute sur un homme qui n'avait plus aucune valeur. Bouc émissaire ou non, Ronald Pelton a trahi son pays et, pour cela, il sera toujours considéré comme un traître. Merci à Incogni d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de suivre le lien dans la description pour profiter de cette offre exceptionnelle.